Voilà. Alors, Ministry, ouais, c'est Oui, mais ça, exactement. c'est. Perso, j'aime bien White Zombie parce qu'il y avait ce côté bien rock'n'roll, bien puissant. J'ai vu Rob Zombie sur scène en solo, j'ai trouvé ça beaucoup moins intéressant, personnellement. Moi, C'est comme quand on parle de Rammstein, je leur réponds toujours Ministry. Parce que Ministry a ouais. vraiment créé pour moi un truc. Alors, Chat a dû partir en vitesse parce qu'il fait un DJ set sur une chaîne concurrente. Enfin, non, c'est Discord, c'est des potes. Euh, et il fait un set sur justement tous les morceaux GTB et ce genre de choses. Alors, voilà. Pour présenter aussi le truc de ce soir, donc, on va voir maintenant Lorenzo et Andrea, parce qu'ils l'ont mis dans cet ordre-là, c'est pour ça que je ne dis pas Andrea et Lorenzo, hein, c'est vous qui avez choisi le pseudo. Et après, on aura Alain Vandenberg, qui est un pilier du métal aussi en Belgique, avec des groupes comme Ritual, Début 80, Dream Machine et God Dog. Voilà. Donc ça sera à partir, ce sera vers 22h. Ah, j'aime bien le verre, moi aussi. Santé. Cheers. Ah, un verre Orval. C'est un verre C'est un Orval? Non, non, c'est une bière que j'ai chopée à Durbuy. C'est Arden Stout. Une bière noire. Moi, je suis fan des bières noires. Ok. Voilà. Elle est pas mal. Pas mal. Et dans les prochaines semaines, aussi, petite annonce, la semaine prochaine, on aura un DJ new-yorkais, Pat Pervert, qui est un pote quand je mixe à New York. En général, c'est avec lui que je mixe. Qui a fait partie du groupe aussi à New York. C'est un pilier de cette vieille scène punk du Lower East Side. On aura bientôt les Garbage Bags, un genre de groupe un peu à la Cramps, qui est pas mal. Saïd aura un invité sur un gars qui fait des pochettes, c'est ça? Ah oui, très intéressant. J'espère avoir Tim, qui est dans Amenra et Dog Tiger. Voilà. Dan Nastasi, qui était dans Dog Eat Dog. C'est bon, quoi, le confinement peut continuer jusqu'en juin? Ah ouais. Les mecs de Nine Panama, peut-être de Nashville Pussy. Qu'est-ce qu'il y a encore dans la liste? Je crois que c'est un peu tout pour l'instant. On va directement demander à Lorenzo et Andrea de tout ce que vous avez entendu. Avant de leur faire parler, moi je propose d'écouter ceci. Et tout le monde sait que je suis un gros fan de punk et de hardcore, mais Saxon, oui. Je le bol de le voir plein de fois dans les années 80, et voilà. Mais on commentait justement avec Andrea qu'on aimerait bien les revoir. Finesse, avant. Ils sont assez vieux, hein, le guitariste. Je sais pas quel âge il a, mais je pense qu'il s'approche de 70 ans. Plus. Oui. On va avoir notre chroniqueur intérimaire qui va arriver. Yes. On s'est dit que pour un côté métal, on pouvait quand même pas faire sans la Metal Factory. Et hop là. L'intermittent de la chronique, bonsoir. Ça va bien les gars? À fond. Et toi? En fait, lui qui remplace Tan ce soir, Tan voulait venir exprès pour vous emmerder un peu. Mais il a dit merde, je ne sais pas venir, j'aurais bien voulu venir les ennuyer un peu, parce que il s'entend bien avec vous deux, on dirait. Donc, quand on parle de Tan, c'est bien de Viet en fait. Oui. Mais il est blessé, il ne pourra pas jouer avec les Diables Rouges la semaine prochaine. Voilà. Il a glissé. Alors, je vais laisser la parole à nos deux chroniqueurs et moi je vais intervenir pour dire des conneries de temps en temps parce que c'est un peu le but du jeu. Les rôles s'inversent en fait. Normalement, c'est moi qui dis des conneries de temps en temps. Exactement. Alors, il y a un peu tous les liens. On va pas s'en sortir. Les liens de Schizophrénia, de Butcher. Et il y a aussi un lien que je mettrai un peu plus tard parce que ça sera Killsound Booking. Parce que ça vaut aussi la peine d'en parler parce que j'aime bien les gens qui bougent le plus pour la scène et pas uniquement les musiciens. Voilà.
Mais Non, moi, non, je veux juste dire un truc avant pour rebondir sur ce que tu disais quand tu montrais tes vinyles. Moi, j'ai harcelé Saïd de morceaux de punk. Là, il me disait, ouais, Oui, les oui, gars, oui, par c'est Facebook, vrai. t'es un peu sur le tard, là. Un peu sur C'était le tard, il était là. Puis ils étaient dans un débat, ouais, Exhumed ou Entombed, enfin, en gros, des trucs de gros métalleux. Et moi, j'étais là, bon, ben, on va couper court et on va aller vers le punk. Et c'est un Non, mais Andrea, il est casse-couille là. Ça fait 1 an qu'il achète que des vinyles de groupes punk qui ont inconnus, qui ont sorti une démo, je sais pas quoi, avec 3 morceaux. Et il est trop fan des les groupes les plus kitsch possibles. Il est juste fan. Les Mais groupes en français, bah, il Ah est ouais, trop si fan. c'est français et que ça fait de la oi, moi, c'est. Ça, c'est du baseball. Je connais pas ceux-là. Non, moi, c'est quoi les petits. Il aime Bah, bien tu vois, cuire. voilà, Ouais, il y a le des punk, trucs comme Rix le punk a bouffé la séquence métal, quoi. ou Syndrome C'est cool. 81. Je fais de la pub sur les trucs de oi contre Bon, punk. ça va. Bon, on va s'arrêter là. Mais, euh, je maintiens toujours que sans un groupe de punk qui s'appelle Discharge, le trash ne serait pas le trash actuel. Ben, j'ai un t-shirt Siege, moi, là, ce soir. Je sais pas si on le voit. T-shirt Siege. Attends, montre tes tout. Siege, Office. Le mien, il n'est pas bien. Donc, en fait, on pourrait faire l'émission métal qui parle de punk. Ouais, c'est C'est- Ouais, le mais alors, surréalisme à la là, base, là, moi, j'ai un problème. Je connais quelques groupes de punk, mais avec des trucs de oi français. Non, des t'inquiète, références Je vais te larguer aussi, mais par contre, mélanger obscures métal et et punk, ça c'est déjà sombres, tu fait. vois. Quoi? Mélanger métal et punk, ça c'est déjà fait. Oui, oui, Je mais pense c'est à pas le problème de Undisputed mélanger. Attitude de Slayer, par exemple. Ah bah oui, mais c'est ça que je voulais dire. Moi, ma base, c'est ça. Et alors, au-delà, bah, Ouais, des ça. trucs comme Dead Chronic Kennedy. Disease, un vieux groupe de hardcore punk belge. Mais ça c'est un truc. Iggy Moi, Pop. j'ai connu beaucoup de groupes, et par exemple des groupes punk, dans les remerciements. Tu vois, les groupes qui mettent les influences, les thanks to, et alors ils mettent plein de Mais groupes. ça met quand même de là, hein. Faut pas oublier Slayer, une de leurs plus grandes influences, c'était le punk, voire l'hardcore punk. Enfin, pour moi, le métal extrême, c'est issu de la même vague des années 70 du punk et tout ça. Et sans ça, il y aurait pas le métal extrême, à mon avis. Bah, Il y aurait, enfin, je sais pas, mais la plupart des groupes qu'on aime bien, ils étaient inspirés par des groupes de punk. Que ce soit Creator en Allemagne ou Slayer aux États-Unis, ils écoutaient tous Dead Kennedys, Black Flag et tout ça. Mais hier, j'ai écouté une interview de Metallica en 86 de James Hetfield et comment il s'appelle l'autre là, le bassiste Jason, Non, Cliff. Cliff C'est Burton. Burton alors. Et il disait en gros, il leur demandait ouais, mais c'est quoi que vous écoutez en 86? Ouais, il dit ouais, Bah, nous, GBH. nous, le trash comme ça, on n'aime pas, le trash linéaire, on n'aime pas. Mais ce qu'on écoute, c'est Aerosmith et des trucs de punk inconnus, quoi. Voilà. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu dans les années 70, le rock, on va dire, s'était embourbé avec tout ce qui était les Deep Purple, Led Zeppelin, qui faisaient des albums chiants à ce moment-là. Le punk est revenu avec un rock beaucoup plus simple, c'est-à-dire tu te pointes en jeans, t-shirt, tu n'as pas besoin d'avoir un show ni d'avoir fait 10 ans de solfège. Et puis ça a boosté aussi la nouvelle scène anglaise de métal, où tu as eu les Saxon, Maiden, Priest, qui sont Ouais, vraiment. la new wave British heavy metal. Ouais. Et Vient de l'influence là, ouais, c'est vrai. du D-beat anglais, donc les Discharge, DBH, Exploited, avec le hardcore américain, et la scène la New Wave, donc New Wave of British Heavy Metal, ben, ça a donné Metallica, Slayer et tout ça. C'est des gars qui étaient plus métalleux. Et je voudrais même rajouter dans cette ligne sur le débat du OU, qui est très important pour nous métalleux extrêmes. En fait, il vient de GBH. J'ai réussi à identifier que le premier OU, et qui n'est pas juste fait pour une erreur d'enregistrement, parce qu'il revient 2 fois dans la chanson. Maintenant, j'ai oublié le nom, mais c'est GBH en 82. Et tout le monde l'attribue à Celtic Frost et notre cher ami George Fisher sur l'histoire du OU. Mais disons qu'il y avait l'histoire du OU. Et c'est une recherche que tu as fait scientifiquement? Ça ne m'étonnerait pas, mais je pose la Oui, question. on a comparé, analysé les données. On a analysé l'année
on a vu qu'en 82, personne n'avait fait un ou avant. Ok. D'accord. C'est en dernière avant- partie du comité de concertation d'aujourd'hui, en fait. Ils sont Voilà. arrivés à... C'est ça. Ah, ce serait bon, ça, des petites news dans ce genre-là par le Premier ministre. Avant que je passe Saxon, Saïd, tu avais parlé, tu voulais poser une question sur ce qu'on avait dit dans. Oui, non, en fait, juste pour un petit peu jauger où vous en êtes par rapport à ce qui se passe, Fab a parlé de plein de trucs. Est-ce qu'il y a un nom ou un sujet qui vous a interpellé, vous avez dit, ah, ça je connais ou ça je veux savoir? Sur les groupes Mais- bruxellois. Non, dans ce qui vient les semaines qui viennent. Vous avez du beau gratin, quoi. Là, ça fait trop longtemps. On a parlé d'un ex de Big Dog d'Anastasie qui est maintenant dans All the Kings. Non, là, j'ai déjà oublié le nom du groupe, c'est cool. On aura Garbage Bag, on aura un pote qui fait les pochettes métal. On va avoir pas mal de trucs. Non, il a fait un bouquin sur l'artwork metal. Oui, Ça, et alors, Ouais, j'ai pardon. été surpris, j'ai regardé la liste des remerciements, et nos deux noms sont dedans, puisqu'on a participé à la campagne de crowdfunding. Ah, excellent, j'ai pas regardé moi encore. Donc voilà, si tu regardes, on est tous les deux ok. sur la page de droite. Oh, très bien. Mais non, est-ce que le artwork a nourri les choix? Ah. Dans Ça le y est. sens. Saïd, Attends, laisse-moi terminer mon truc. non, Attends, mais déjà. justement, pour clôturer la discussion qu'on avait avant sur l'influence, je propose un morceau qui dure 1 minute 10. Mais de la- justement, Ok, vas-y. une pochette que vous avez, un groupe que vous avez découvert à cause de la pochette. Ah, bonne Ouais. Quand on va chez le disquaire, n'est-ce pas, enfin, quand on est plus jeune et qu'on connaît pas vraiment les groupes, on achète surtout par rapport, bon, les conseils du disquaire d'office, mais tu fais le bac et tu vois une pochette et tu te fies à ça, quoi. Il y a des pochettes, je pense, mémorables dans le métal, Don't Break the Oath, les pochettes d'Iron Maiden, enfin, c'est des trucs qui restent, c'est super important. Et personnellement, quand je prépare une sortie, un album, une démo, quoi que ce soit, la pochette, c'est un des éléments les plus importants. Et aussi les plus stressants parce que c'est celle sur laquelle, en fait, on peut pas vraiment, on n'a pas contrôle du résultat, on dépend d'un artiste. Du coup, pour moi, les pochettes, c'est vraiment très important. Et je Surtout avec pense le que retour du souvent- vinyle. Pardon Surtout avec le retour du vinyle, où tu as de nouveau un bel objet, au lieu d'avoir que. Enfin, moi, je Mais déteste. souvent, c'est un peu laissé de côté, malheureusement. Mm. C'est-à-dire qu'il y a Ouais, beaucoup d'albums il y a quand même- magnifiques. Ouais, ces derniers temps, c'est quand même travaillé, non? Enfin, moi, Oui, mais je dis de manière générale, il y a de ces albums avec des pochettes. Franchement, Non, c'est le dernier Cannibal Corpse, là, je sais pas si vous avez vu, ils ont dévoilé la pochette. Sinon, le dernier Runes of Beverast, qui est incroyable, la pochette, on dirait que c'est un gamin de 3 ans qui l'a faite. C'est vrai que des fois, il y a des. Il y a du laisser aller. Mais moi, Oui, mais ça va c'est- même plus loin que ça. Moi, il y a c'est comme avec des la albums musique. qui peuvent me rebuter. Si la pochette ne me plaît pas, ça peut me faire moins apprécier la musique aussi. Ouais, Mais non, c'est sûr. toute cette pochette, quand tu écoutes le disque, tu fais. Eh merde. Mais en Ouais. fait, avant, Ouais, moi j'ai lu des interviews, notamment de Danzig, qui expliquaient qu'en fait, avant, c'était les labels qui choisissaient les pochettes. Enfin, Oui. c'est pas eux qui choisissaient, mais c'est eux qui proposaient les pochettes au groupe. C'est-à-dire que le groupe, il allait chez le label, il voyait un catalogue de pochettes que le label avait déjà acheté et il choisissait. Et donc, il y avait aucune, on va dire, pour la plupart des groupes, hein, après, je sais pas dans le détail, mais il n'y avait pas vraiment de réflexion qui était mise là-dedans. Et ma théorie, c'est que les groupes actuels, les vieux groupes des années 80 actuellement qui ont des pochettes de merde, c'est parce qu'avant ça fonctionnait comme ça, maintenant ça fonctionne plus comme ça, et en fait ils savent pas comment faire. Mais l'histoire drôle, c'est que merde, j'ai oublié les deux noms d'albums, mais Sepultura et Obituary, ils se sont interchangés les pochettes dans Beneath the Remain et Cause of Death. Normalement, Sepultura devait avoir la pochette d'Obituary et Obituary la pochette de Sepultura, mais le label a fait je sais pas quoi, ils se sont trompés et du coup ils se sont interchangé les pochettes. Et pourtant, c'est deux pochettes mémorables. Mais concernant la musique,
il n'y avait aucun lien parce qu'ils avaient juste choisi dans le catalogue du label, quoi. Mais c'est un sujet qui est intéressant parce que dans la pochette, tu peux. En tout cas, moi, je me suis toujours très amusé à faire les artworks de mon groupe. Parce que, Human. ouais, de The Human, ouais, parce que c'est drôle à faire, parce que tu réfléchis des concepts. Puis on travaillait avec un gars, je suppose que vous connaissez, c'est Gabriel Tapia, qui jouait dans Vorax et tout. Et c'était un pote et il a une Il est culture. tatoueur chez Mu aussi. Pardon? Les tatoueurs chez Mu, chez Musa. Ouais, chez nous aussi. Bon, nous, enfin, avec mon frère, on est fan d'histoire de l'art, enfin, on est fan de peinture de manière générale ou d'artwork. Et c'était cool de pouvoir. Tout l'art du métal. Avec toutes des super bouquins, toutes les pochettes. Les fameux logos de Black que personne ne sait lire. Sorry pour les fans de Black, mais moi, ce qui n'était pas marqué en T'en as pas, toi? Si, ouais, dans mon voir, enfin. honnêtement, c'est un bouquin que j'ai trouvé au Cora pour 5 €. Parce qu'en fin d'année, ils balancent souvent des gros trucs. Et ce bouquin est absolument superbe. Mais nous aussi, on en a un qui traîne dans la maison. Mais il y en a vraiment, voilà, mais il y en a vraiment plein. Plus qu'il y en a un qui traîne, c'en est un où la pochette de The Human a été incluse. Ah, excellent. Aesthetic of Sicknesses. Je l'ai, Je vais celui-là. passer sur Facebook, celui-là. Sur mon mur. Il y a aussi celui de Serial Butcher. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe belge de Brutal Death. Ben, ça, c'est leur pochette qui est à l'intérieur. Je sais pas, la nôtre, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert ce truc. Je sais pas où est la nôtre. Enfin bref, c'est pas grave. Mais ouais, les pochettes, c'est toujours un truc cool à faire, quoi, parce qu'il y a moyen de rentrer. Si l'artiste il connaît, ou sinon c'était sympa aussi sur une des tournées qu'on avait fait de Killtown Bookings, on avait fait un concept sympa où en fait du coup de la fiche de la tournée tu sors le design pour le t-shirt, et donc du coup on avait fait un concept où il y avait la fiche de la tournée et en fait on avait réussi à décomposer la fiche de la tournée en 2 designs. Donc en fait chaque groupe avait un design pour leur t-shirt, et puis quand tu superposais, ça faisait la fiche de la tournée. Donc il y a moyen de faire des trucs comme ça un peu. Céline Dion. Je n'ai pas compris. Un bateau qui coule, c'est mémorable. Moi, au niveau métal, en plus, c'est un de mes groupes de métal préférés. Celtic Frost. Voilà. Mais bon, c'est un morceau de la peinture de Jérôme Bosch, qui est mon peintre préféré. Donc, en prenant du Bosch, en fait, on a peu de chances de te tromper, quoi. C'est comme les pochettes. Mais ce qui est un peu dommage dans les pochettes métal, c'est que c'est souvent très cliché quand même. Hein. Et ça, c'est un peu. C'est-à-dire, pour moi, c'est là où on voit certaines limites de quelques groupes. C'est quand ils n'arrivent pas à se défaire des clichés. C'est un peu trop facile, quoi. C'est-à-dire, là, par exemple, Cannibal Corpse, c'est le meilleur exemple, quoi. Voilà. Et ça, c'est un peu. C'est vraiment over the top, là, le artwork. Bah, surtout qu'ils l'ont fait 35 000 fois déjà dans le passé et mieux. Et du coup, je trouve ça dommage de. Chapeau à Maiden qui utilise le même concept à chaque fois, Eddie, mais qui a réussi à mettre Eddie. Je veux dire, c'est un peu comme Martin. On a Eddie dans l'espace, on a Eddie qui tue, on a. Oui, mais le truc, c'est ça, c'est en grande partie la réussite de Iron Maiden plutôt qu'un autre groupe, par exemple Saxon, qui aurait pu, tu vois, l'imagerie était juste trop cool, quoi. Enfin, Saxon aussi ne s'est jamais exporté aux États-Unis. Hein. Ils n'ont jamais vraiment réussi à s'imposer aux États-Unis. Mon premier 33 tours, c'est le premier Maiden. Non, c'est Killers. Parce que j'adorais la pochette. J'ai acheté ça en 82. J'ai eu ça pour ma Saint-Nicolas en 82. C'est génial. Quelle image. Et il y a Oli qui veut en placer une depuis là tantôt, il n'arrive pas. Vas-y, Oli. Ah non, c'est simplement qu'on parlait de pochette. Ouais, je ne sais pas si on a déjà parlé de DA cette semaine-ci, mais la pochette de l'album We All Die Laughing avec Arnaud, justement, de Carnival in Call, bah, c'est celle-là, de Maxime Tacardi. Ok. Voilà.
Aussi, mais l'artwork métal en général est quand même recherché. Enfin, je veux dire, tu parles de pochettes livrées comme ça au label. Quand je dis le bouquin du gars dont on va faire l'interview dans 2 semaines, là, il y a quand même des. C'est vrai qu'il y a des coïncidences, enfin, pas des coïncidences, mais des hasards qui se font, et en effet, il n'y a pas toujours une véritable volonté du groupe ou un choix vraiment spécifique. Mais tu as des trucs qui se passent, c'est vraiment une relation avec l'artiste qui finit l'album, parce que c'est la pierre. Enfin, non, mais tu as raison, Saïd, tu as raison. Moi, c'est la gueule de ta maison quand tu viens dehors. Non, mais c'est extrêmement important. Moi, c'est ça que je veux. Ce que voulait dire Lolo, je pense que c'est un truc qui se retrace de manière plus globale dans la manière dont le musique business, c'est qu'actuellement, le groupe est responsable de tout. À l'époque, le groupe se devait responsable. À partir du moment où il signait sur un label, le label fournissait l'ensemble des services qui allaient avec le fait vu comme ça, que ce soit la promotion, la radio, la distribution, la création de pochettes. En gros, l'artiste avait le luxe de se concentrer, de se dédouaner de tout ça, de se concentrer. On a tous vu Spinal Tap où les mecs voulaient leur pochette et qu'on leur propose, en fait, c'est le premier Black Album bien avant Metallica, que les mecs ils disent, ben voilà votre nouvel album. Ah, il est noir. Ben oui. Parce que les gars voulaient Stamp of Love, et dans Spinal Tap, ils montrent vraiment tous ces problèmes que les groupes avaient dans les années 70-80, où la maison de disques imposait même parfois des compositeurs pour certains groupes en disant, tiens, il vous faut tel morceau, c'est eux qui choisissaient les vidéos et tout ça. Et là, ça va un peu balayer ça. Ben, je pense que c'est un phénomène général sur la musique actuelle, c'est que là, ces phénomènes-là, on va les retrouver dans les musiques qui passent à la radio. Ouais. Le truc, c'est que dans les années 70, 80 et jusqu'aux années 90, le rock passait à la radio. Donc du coup, il faisait partie de ce système de business, en fait. Et donc, effectivement, il y avait les groupes underground, il y avait le punk et tous les trucs qui se voulaient, qui se dédouanaient anti-commercial. Anti-structure et tout ça. Mais après, tu avais tous les groupes classiques, y compris, je sais pas moi, Overkill, Megadeth, je sais pas, tous les groupes des années 80 qui étaient signés sur des labels, y compris Death et tout ça, ils répondaient à un plan marketing, en gros. Pour partir sur de la musique, je pose une question avec les pochettes. Quelle est à chacun de vous, pour vous, votre plus belle pochette ou votre pochette préférée? Je sais que ça peut parfois changer selon les goûts, les humeurs et tout ça, mais maintenant vous devez me donner une pochette. Moi, c'est sans hésiter Don't Break the Oath. Ça, cette pochette, elle est juste incroyable. Évidemment. Je vais remettre Andrea. C'est parce que ça, c'est un album que j'ai dû écouter peut-être 1000 fois. Et cette pochette, cette gonzesse là, elle date de 69 et elle fait peur, quoi. Et la maison, elle existe toujours. C'est devenu un truc Instagram. Mais la musique fait peur. Écoute ça, tu te mets chez toi, tu tapes le vide, tu fermes tout. Tu mets juste une petite lumière ou même pas, tu écoutes. Mais putain, c'est un film d'horreur cet album, quoi. L'ambiance qu'il y a là-dedans, pour moi, c'est le plus grand album de métal de tous les temps. C'est le premier Black Sabbath. C'est même le premier. Mais ce qui est assez fou, c'est les pochettes après, quoi. Tu vois? Ils ont fait des vraiment bizarres là. À part Volume 4, le Paranoid il est dégueulasse. Le Sabotage il est. Attends, mais celle avec l'espèce d'escalator là, j'ai oublié le nom de l'album. En vrai, elles sont trop bien. Elles ont mis la barre sur. Maintenant, tu veux faire un groupe rétro. Tu veux une pochette comme Sabbath, Mob Rules, avec Mob Rules, je trouve qu'ils ont retrouvé cette vibe-là. In Rock de Deep Purple est absolument génial aussi comme idée, je trouve. Après, moi j'ai dit, Lolo, toi tu as dit ta pochette préférée, je pense que Oli n'a pas dit,
Et Saïd n'a pas dit, et toi non plus, Fab, t'as pas dit ta pochette. Je dirais la Sabbath ou le In Rock de Deep Purple, au niveau métal. Enfin, hard rock metal. In Rock est. Saïd? Je réfléchis, mais arriver à en trouver une comme ça, juste que je une. trouve magnifique. Ouais. Et Je suis d'accord avec vos choix, en tout cas pour le moment. Killers de Maiden. Ou Ace of Space de Motorhead. Je voudrais que les gens sur le chat balancent aussi leur pochette préférée. C'est bien d'avoir leur avis aussi. Voilà. Voilà. Et concernant Ace of Space, en fait, ça a été. Motorhead n'avait pas le pognon pour aller dans le désert américain et poser comme des cow-boys. Ça a été fait dans une carrière à Londres où ils se gelaient les couilles en faisant cette pochette. Excellent. Une sablière. Ils ont fait de la photo de Ace of Spades. Ouais, elle est incroyable cette photo. Incroyable. Oui, mais c'est ça, mais les meilleures pochettes, c'est ça. C'est quand tu entends la musique en voyant la photo, quoi. Enfin, par exemple, le dernier Mayhem, la pochette, elle est incroyable. Et je trouve qu'elle représente super l'album. Ouais. Je me souviens pas de la pochette du dernier Mayhem, j'avoue. Mais on va quand même passer de la musique, Fab. Viens, on va passer de la musique. Reviens à la maison. En parlant de pochette, on va aller sur un groupe juste avant de passer vos groupes à vous, parce que vous parliez avant de l'influence punk et vous parliez de Creator et comment. Et je ne sais pas si les gens le savent, mais Creator a un jour repris Bad Religion. Et là, on va voir cette pochette de Creator qui avait un chouette pour moi design au début, mais qui a tourné en rond pour tout le temps avoir la même pochette avec le même truc. Sorry Nani, je sais que t'adores Creator, mais je trouve vraiment les pochettes de Creator, ça tourne en rond et il n'y avait plus rien. Donc, You Are, c'est un morceau de Bad Religion et c'est joué par Creator et ça ne durera pas une minute. Voilà. Tu veux? Efficace. Tiens, Oli était parti. Il est revenu. Ça va mieux? Réseau. Ouais, j'ai un réseau. Oui, ça m'étonne. Ouais, c'est parce que je suis à l'étage. Hein. J'attends que les enfants soient au lit, puis je redescends près du bouton. Tu ne peux pas faire trop de bruit encore. Moi, je suis allé visiter Lorenzo dans sa cave. Mamie dans sa cave, Lorenzo. Parce que donc, on a eu Lorenzo, je ne sais plus quand, au début d'année. Ouais, il y a un petit un peu plus que ça. Oui, c'est ça. Début d'année, quoi. Et donc, pour les gens qui suivent, mais qui ne savent peut-être pas, Lorenzo est batteur dans plusieurs groupes et donne cours de batterie. Et donc, j'ai pu assister à un cours. Le gars, c'était quand même assez cool parce que c'était un type pas vieux, mais âgé, quoi. Mûr, dirons-nous. Et il est super en forme. Hein. Ah oui, non, j'ai pas dit. Le gars est rameur. À Bruxelles. Il fait du sport à longueur de temps. Non. Et voilà, j'ai assisté à un cours comme ça, c'est assez sympathique. Bon, c'était pas du death, malheureusement, mais c'est ça la batterie aussi, hein, c'est un peu de tout. Pour avoir joué de la batterie aussi, commence à tous les gars qui veulent commencer de la batterie, arrêtez d'écouter Slayer au début, commencez par AC/DC. Faut faire ça, d'abord faire un bon. Non, c'était pas non plus AC/DC. Hein. J'ai vu des jeunes batteurs là, pour le coup, c'est un cours de jazz, donc c'est ça. Plus posé, Fab. Non, mais moi, ce que je dis aux élèves, souvent, il y a des élèves qui viennent en demandant de jouer un style de musique. Par exemple, j'ai envie d'apprendre, je sais pas moi, le funk ou que sais-je. Et je réponds toujours la même chose que moi, j'enseigne pas un style de musique. On enseigne l'instrument et puis c'est avec les outils de l'instrument qu'on l'adapte au style qu'on écoute. C'est facile au final. C'est comme à la guitare, on apprend à faire des accords, on apprend à faire des gammes, etc. Et puis on les applique. C'est la même chose à la batterie. On apprend comment utiliser l'instrument, comment utiliser sa main droite, sa main gauche. Et puis tout ça, après, on l'applique au style de musique qu'on écoute et ça vient assez naturellement au final.
mais en tant qu'excellent batteur, parce que tu l'es, t'as pas l'impression que parfois il y a des. Moi, je vois ça parfois des gamins qui essayent de faire plein de trucs, mais qu'ils ont oublié la base, c'est-à-dire de savoir tenir un putain de rythme bien carré. C'est là que je trouve que, personnellement, AC/DC est un groupe phénoménal. On peut citer Black Sabbath parce qu'on en parlait avant, c'est que ces mecs, c'était des putains de machines, quoi. C'est des gars qui savent tenir des rythmes. Et avant de faire n'importe quoi, apprends le papa-maman ou apprends juste, tu sais. Ouais, mais en même temps, je suis d'accord, mais c'est une vision assez, bon, voilà, certes, il faut apprendre les bases, etc., mais en même temps, Répulsion, le gars, il a inventé le blast beat parce qu'il en avait rien à cirer, il voulait juste faire du bruit, aller vite, et voilà, quoi. C'est la vitesse qui a créé l'extrémisme. Non, mais je veux dire, c'est bien d'avoir l'étude classique, c'est sûr, mais ce qui prime avant tout, à mon avis, c'est pas d'être carré, c'est pas de faire ça, c'est juste d'avoir une passion, d'avoir envie d'exprimer quelque chose, et on l'exprime, et quelle que soit la façon dont on l'exprime, si on a vraiment cette passion et cet esprit artistique, ça va venir. Si on connaît les bases, c'est mieux, on a plus d'outils, mais même sans, on peut s'exprimer, il suffit d'avoir quelque chose à exprimer. Je pense que ce que tu disais, Fab, c'est le mot passion qui est important, parce qu'il y a peut-être des gars, ils vont faire, je sais pas, ils vont essayer d'émuler quelque chose parce que c'est cool. Ils vont le faire un peu, c'est des poseurs, quoi. En gros, c'est que tu vas faire un truc parce que c'est cool et ça va te donner un genre. Alors que si tu fais quelque chose un peu comme le gars qui vient des tripes, le gars d'AC/DC, à mon avis, il l'a fait. Bon, peut-être qu'à la fin, on lui a dit tu dois faire comme ça. Mais en tout cas, les gars d'AC/DC, ils avaient la passion. Ils ont fait. Ça vient c'est quelque chose d'honnête. Quand c'est pas honnête, c'est là que ça va pas. Quand ça devient les espèces de batteurs qui veulent en mettre partout pour impressionner la galerie et se donner un genre, c'est clair que c'est pourri, quoi. Mais si c'est fait avec. Alors là, c'est cool. Adrien, t'es bassiste, hein, toi, c'est bien ça? Ouais, je suis bassiste. Honnêtement, en tant que bassiste, avoir un batteur qui sait pas tenir le tempo derrière, c'est quand même horrible, quoi. Ah, mais en fait, avoir un groupe avec un batteur qui tient pas le tempo, c'est en fait ton groupe sera pourri éternellement. En gros, les batteurs sont chers. Ouais, mais attention, dans Pink Floyd, les tempos, ça fait ça, hein. Oui, non, mais j'ai essayé de jouer de la batterie de LSD. Pardon? J'ai essayé de jouer de la batterie. Directement accuser la drogue. Comment c'est pas la question qu'un batteur est cher. Je pense que la question, c'est. Non, cher, je veux dire rare, quoi. C'est ce que tu dis. Oui et non. Il ne faut pas que ton batteur. Enfin, ça dépend, tu peux adapter ton style au batteur. C'est clair que si tu veux faire de la musique complexe, il faut un batteur qui sache jouer de la musique complexe. Mais après, il n'y a pas que le batteur qui doit savoir jouer de la musique complexe. Oui, ça c'est vrai. Donc, si tu veux faire un groupe de technical death metal, je veux dire, trouver un guitariste qui joue aussi bien que ton batteur, c'est aussi compliqué. Donc, mais en gros, tu peux faire du technical death metal avec un batteur qui fait pas de blast beat, mais qui fait juste un riff AC/DC, et tu peux jouer tous tes riffs compliqués. Mais comme dit Fab, s'il n'est pas à temps, il n'est pas à temps et ça craint. Donc en gros, ton batteur, même s'il fait un truc super simple, il doit garder le cap, quoi. Et si un batteur le cap, quel est votre batteur? Est-ce que tu as déjà eu Lorenzo en tant que batteur dans un de tes groupes? Pas dans un. Si, on a fait. Ah fuck, ça freeze juste au moment où on va savoir. Voilà, c'est revenu. Ah, vous êtes revenu. Voilà, c'est bon. Non, on a fait un groupe qui s'appelle Vicious ensemble. D'ailleurs, si vous tapez sur YouTube Vicious, je peux plus l'envoyer là, si vous voulez passer une vidéo. Mais il n'y a plus. Hein. Si, elle est encore. Enfin, bref, du coup, quand j'avais 16 ans, en 2012, moi et mon frangin, on a enregistré 4 morceaux de thrash metal. mais ça date en plus. Andrea. Non, il y avait aussi Nico qui a joué dans Evil Invaders et qui a joué dans un truc de glam là. Je te l'envoie, je te l'envoie par Messenger. Si tu veux, si vous voulez le passer. C'est un morceau, il dure 2 minutes. Hein. Donc c'est. Mais on va d'abord passer un de vos trucs à vous, parce qu'on parle. C'est un de nos trucs à nous. Oui, évidemment, mais celui-là, d'un de vous deux, en tout cas. Ou sinon, pour répondre à la question, avec André, on joue régulièrement ensemble. On compose souvent à la maison, mais on n'a rien publié. Et jusqu'à cette année, on n'a pas joué dans un groupe, on va dire, en tant que tel, ensemble. On jouait à la maison. Mais récemment, André a rejoint un groupe
mon groupe de death metal qui doit encore, dont on doit encore publier le début. Oui. Et moi, j'aide Andrea aussi dans un nouveau projet Heavy Metal qu'il a. Heavy metal, oh là là. Bon, allez, on passe un peu. Bon. Tu l'as eu on peut avoir des noms? On va passer d'abord à The Human. Okay. Alors, moi, je vous dis, les gars, il faut que vous passiez le lien que je viens de t'envoyer, Saïd. Il ne faut pas passer. Saïd, tu m'envoies le. Transfère-moi le lien. Tu me l'as envoyé à moi? Ok. Pour The Human, The Crypts of Blood, Cast of Assassination ou Sepulchre of Malevolence. Lequel tu veux? Sepulchre. C'est mon préféré. Hein. Ouais, mais il est super long. Non, mais Crypts of Blood, il fait 3 minutes, c'est bien. Très bien. Tu me l'as envoyé où? Ah, le Black Studio. J'espère avoir Jérém aussi bientôt dans l'émission. Ah, ce serait très bien ça. Et en voyant cette vidéo de The Human, je pense qu'en fait j'ai déjà mixé après un de vos concerts avec Master Odena. C'est vous comme ma première. C'est pas possible, ouais. Parce que en fait Paul Speckman est un vieux pote des années 90 quoi. On allait chez lui, il habitait en Hollande à ce moment-là. Mais André, il allait faire des vacances chez Papa Paul. Papa Paul. Il habite toujours en Hollande. Mais vous avez beaucoup tourné avec nous, avec The Human. On a fait 3 tournées avec eux. Ouais, c'est ça. Ouais, et ils ont fait un split aussi. On a fait un split aussi. Paul Speckman est un mec qui peut être absolument adorable et dans la seconde après il peut devenir infect. Il a des côtés vraiment hyper précis. Comment toi t'as vécu ça, André? Il est un peu intimidant. Moi quand je l'ai rencontré, j'avais je sais pas 16-17 ans. Et il a sa grosse barbasse, il parle avec la voix très grave. Il doit parler un anglais approximatif, non? Il est super gentil, mais il est un peu intimidant. Non, en vrai, Paul Speckman est adorable comme personne. C'est un mec de Chicago. Il aide beaucoup, par exemple, le guitariste de The Human qui a tourné plusieurs fois avec Master. Après, Paul l'a aidé personnellement pour plusieurs trucs, etc. C'est vraiment une chouette personne. Non, c'est une bonne personne, mais après, tu voulais parler de Killtown Bookings et tout ça. Et en fait, Paul, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à organiser des tournées. Parce que, avant d'organiser des tournées, je participais à l'organisation de concerts avec Undercore et puis Thousand Lost Civilization. Et ensuite, en gros, notre label nous a dit ouais, il y a une opportunité de tourner avec Master, mais il faut organiser la tournée. Donc, il m'a fait Andrea, tu veux pas organiser la tournée? Et du coup, la première tournée que j'ai organisée, je vais avoir 20 ans, et c'était pour Master, quoi, Master et Human. Et donc, la première fois que je l'ai rencontré... Parlant passion, quoi. Ouais. Et tu l'as fait dans quelle idée? Attends. Saïd. Adrien n'avait pas fini, tu disais que tu l'avais rencontré. Pardon. C'est fini ton histoire, en fait. Mais j'étais mort stressé, quoi. Parce que, en gros, la responsabilité d'une tournée quand tu as 20 ans, en gros, financière, logistique, communication, enfin, en gros, Mais en plus, avec un groupe établi comme Master. Avec un groupe, avec un gars comme Paul qui arrive, qui débarque. Donc, en gros, on s'est tout de suite bien entendu. Au bout de quelques jours, c'était fait, mais c'était quand même relativement stressant de se dire, OK, il faut que cette tournée, elle démarre bien et que les choses se passent bien. Donc, ça a été... Ça a été gros, Merde. Ouais, au bout du 2e jour, l'arbre de transmission de notre van a pété. Donc, on s'est retrouvé au garage et puis on attend d'un autre van pour le remplacer. Non, ça a été un peu la galère sur le côté logistique, mais à la fin, les concerts étaient tous bien. La preuve en est qu'ils ont fait 2 autres tournées ensemble après. Tout s'est bien passé, donc ça s'est bien passé, mais disons que organiser une tournée, c'est quand même, t'as quand même la responsabilité de 9 personnes pendant le jour ou pendant la durée de la tournée. Et en plus, tu joues. Oui, en plus tu joues, mais bon, après tu sépares un peu les deux parce qu'à la fin, oui, tu dois jouer, oui, bon, mais ça c'est le côté assuré en tant que musicien, mais après il faut que logistiquement ça assure, il faut qu'il y ait le soir, il faut qu'il y ait la bouffe, il faut qu'il y ait assez d'argent pour payer les groupes, pour payer l'essence et tout, et en gros que tout le monde soit content, qu'il y ait des gens au concert, enfin,
il y a plusieurs paramètres qui font que. Si je me souviens bien, il faut de la vodka pour Paul. Non, la bouteille de Jack. De Jack. Je me rappelle Il rentre avec des valises remplies de bouteilles de Jack. Il a switché. Moi, je me souviens de deux concerts mémorables organisés par Andrea à Bruxelles. Le premier, qui était magistral, dans un endroit qui est fait pour ça, mais qui est sous-utilisé à côté du Saint-Géry. On avait été voir le gars après pour voir s'il n'y avait pas moyen d'organiser plus, même de gérer son bar et tout. Enfin, c'était très compliqué. Toujours est-il que ça, c'était... Comment il s'appelait le bar, Andrea? À côté de Saint-Géry. Attends, ils sont bloqués à nouveau. Ah merde! Donc, c'est... qui donne à côté du central, sur le coin, un gigantesque bar comme ça, avec un grand bar en métal, et derrière, une petite salle. À gauche ou à droite centrale? À gauche, quand tu es devant. À gauche, ok, ouais, je vois. Ouais, pas le mezzo. Donc, tu avais ce grand bar comme ça, très allongé, comme ça, beaucoup d'écrans à l'époque. Et derrière, tu avais une petite salle qui servait de salle de petite fête, salle de bouffe quand il avait des groupes de touristes qui débarquaient. Le André, et c'est ça que je veux absolument savoir, comment il lui a vendu le truc, parce que le soir même, nous on a croisé le gars. Voilà. Ah voilà, ils sont de retour. Désolé, on a eu un problème d'interweb. Ça, il nous parlait du concert à côté du central que tu avais organisé. La valise partie. Ouais, mais le lieu était juste, tu vois, c'était à l'époque où le DNA c'était en train de finir ou juste fini, quoi. Et du coup. Désolé. Après, je raconte une anecdote sur André et les concerts à Bruxelles. Ok. Mais fini d'abord. Mais ce concert-là de The Human, je ne sais pas s'il y avait une première partie, mais c'était blindé, quoi. Oui, ben c'est ça. Oui, Vorax Ferocious. Blindé, la salle était pleine, quoi. C'était vraiment incroyable. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait été voir le gars après en lui disant tu nous loues pas ta salle, tu vois. Et je me demandais juste, Andrea, comment tu as réussi à convaincre le gars de te louer cette salle. C'est là où je vais intervenir avec mon anecdote. Donc, Andrea est quelqu'un de très pragmatique et persévérant. Donc, il peut obtenir un peu tout ce qu'il veut à sa façon. Et quand le DNA a fermé, Andrea voulait quand même, avant qu'il organise des tournées, il organisait des concerts ici à Bruxelles. Et quand le DNA a fermé, il était un peu embêté, mais il voulait quand même continuer à organiser. Mais il n'y avait aucune salle qui acceptait. Du coup, il a réussi à organiser non pas un, mais bien 2 concerts de grindcore avec, c'était quoi, Rectal Smegma? Ouais. Attends, je réponds. Avec Rectal Smegma. Avec Rectal Smegma, comme ça, à Matungé, dans un bar congolais. Dans un bar congolais. Donc, il a organisé ça, il a foutu les... Ah merde, ça foire, putain. Ok. Ah, je disais, non, il a organisé donc dans un bar congolais à Matungé. Il a juste placé les musiciens au milieu. Il y avait toujours les habitués du bar qui venaient. Il y avait toujours l'écran avec le zouk. Oh, dommage. Ils étaient tous contents. Non, mais c'est quand même... C'est un peu comme le Cobra Jaune, quoi. Au Cobra Jaune, c'est pas du tout un bar. C'est ça. Je crois que c'est un peu la même au Cobra Jaune. Je sais pas si vous connaissez le Cobra Jaune à côté de la gare du Midi. Non. Non, mais moi, ma deuxième anecdote, bon, ça rebloque. Ma deuxième anecdote avec... Le Vicious, sur le temps que ça se débloque. Ok. Donc, le Vicious, c'est More Teeth Than a Chainsaw. Et voilà la première collaboration officiellement des 2 frères. Voilà, on a réparé. C'est chacun son tour. Hein. Maintenant, je suis de retour. Donc, voilà. Ok.
Bon, on accentue le fait que ce groupe. Les enfants sont au lit. Ouais, on accentue le fait que ce groupe, on était adolescents, hein. Ce qu'on vient de passer. Et vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas envie de refaire des trucs ensemble Ah si, justement, c'est pour ça qu'il a rejoint mon groupe et moi j'ai rejoint le sien. Son truc de heavy metal et vos trucs de death metal. Mais je veux quand même revenir sur cette histoire. Oh merde. L'histoire maudite. L'histoire qu'on n'entendra jamais. Oh, dommage. Toi, Oli, tu les connais comment, en fait, les Vissol? D'abord, je connaissais d'abord Andrea parce qu'il est venu pour faire la promotion des 2 albums de The Human dans le studio. Donc là, il est venu à 2 reprises. Et Lorenzo, je le connais via ses groupes. Déjà le fait parce que c'était le frère d'Andreas, donc forcément il y a eu contact. Et puis quand j'ai entendu les projets aussi, puisque le Schizophrénia, le Butcher, etc., tout ça, c'est des albums que j'ai trouvés géniaux. Donc c'est comme ça que le contact a été fait, ouais. Écoute, on va passer la musique, hein, Fab. Voilà. Et on parlait tu viens de dire le mot schizophrénia. Oui, j'ai aussi. Eh bien, je proposerai un schizophrénia. Ah, ils sont de retour. Quel suspense. Non. Alors on va écouter le schizophrénia. Oh, c'est dommage. C'est donc la dommage. connexion se remette en route. Voilà, Yes. Schizophrénia. Et une petite balade, enlacez votre bien-aimé ou votre bien-aimée et pour un petit slow. Qu'est-ce que c'était bon. Ah ouais. Et donc, Andrea backing vocal sur ce morceau. Oh là là. Le petit filou en embuscade. Donc, est-ce qu'on va avoir cette histoire de rectal smegma que moi j'ai vu au Neurotic Death Fest, Ouais. à Matongué, parce que moi j'en ai une autre à Matongué. Elle est moins drôle peut-être. Vas-y, Lorenzo. Là, pratiquement, c'est d'avoir un groupe de grindcore qui joue au milieu de Matongué avec les habitués du bar. C'est trop bien, quoi. Je vais revenir à la question que tu me posais. Comment tu as fait à convaincre machin? Oui, c'est vrai qu'il y a en gros, moi j'ai fait une étude sociologique pour ça, et qu'en gros, musicalement, les gens les plus ouverts, c'est les blacks. C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé. C'est que j'ai été voir dans des cafés belges, tu sais, tranquilles du coin. Ouais, maintenant ce bazar, ça va faire du bruit, puis les habitués, puis machin. Donc, Boyton, ça l'a pas fait. Puis, quand j'ai été voir, là, en l'occurrence, c'était un Marocain. Le Marocain, il a fait, ouais, pourquoi pas, vas-y, on va essayer. Puis, il a vu que ça faisait trop de bruit, il a fait, vas-y, dégage. Et après, j'ai été voir les Congolais. Et les Congolais, ils m'ont fait, pas de problème, viens faire autant de boxons que tu veux. Et ça a même fini que dans ce concert de grindcore, il y avait les habitués blacks qui n'avaient jamais entendu de métal de leur vie, qui étaient torse-poil dans les pogos. Et les femmes derrière qui servaient la bière en train de zouker derrière en boubou. Non, c'était incroyable. Donc, en gros, l'étude sociologique que tu fais, c'est que les Congolais, après, on ne va pas généraliser sur tous les peuples, sur toutes les nationalités d'Afrique, mais en gros, les Congolais, ils kiffent la zik. Et ils kiffent la guitare, ils kiffent le rock, et c'est des mecs... en tout cas, les gars qui aiment la musique, ils sont relativement ouverts. Et j'avais pas été là innocemment. Le gars, il organisait déjà des concerts de zouk et tout. Et donc, ils étaient contents. En gros, c'était cool, quoi. Mais l'endroit ressemblait plus à un squat qu'autre chose. Donc, c'était un peu... Et donc, je crois qu'on a tous une histoire dans un café à Matongué. On a tous participé un jour à un truc un peu chelou à Matongué. J'ai l'impression que ça fait partie du parcours. Moi, je me souviens d'un concert de Nervcell. Ouais, qui était annulé. À Matongué. Et là, c'est le groupe qui n'a pas voulu. Oui, ça a été un peu le truc qui m'a fait dire ok, on va arrêter. En gros, moi, je faisais du grind, du punk. Enfin, j'avais organisé 4 ou 5 concerts là-bas et que des groupes de grind, de punk. Et parce que je savais que ça collait avec l'ambiance, quoi. Et en gros, il y a le manager de Butcher qui, à l'époque, m'avait contacté.
Il m'avait fait ouais, on a vraiment besoin de cette date. Puis je lui ai fait écoute, tu sais, Pour Nerfcell, hein. pour Nerfcell, ouais, tu sais, moi, mon bar, il est vraiment miteux et tout. Je lui avais envoyé des photos et tout en disant voilà, écoute, Je me souviens. montre les photos de groupe, c'est pas top. Enfin, en gros, pour des groupes de death metal qui ont un peu des standards, en gros, ça le faisait pas. Et je lui avais dit, et effectivement, les gars de Nerfcell, ils sont arrivés. Enfin, Ils sont arrivés avec leur van et ils ont sorti des hard cases pour monter la scène, quoi, avec des lumières, des spots, des machines à fumer. Et c'était pas le Et bon en endroit. gros, pour y avoir été, c'était vraiment pas grand, quoi. En gros, je leur avais pris un putain de penthouse parce que je travaillais avec. Je bookais des trucs sur. Je crois que ça s'appelle comment un site, en gros, tu pouvais louer des. Et merde. Oui. Super à part. Non. Je sais pas s'il parlait d'Airbnb ou pas. Vous m'entendez? Oui, là, maintenant on t'entend. Ouais. Ouais. Mais donc, ouais, ça c'était un peu triste. Enfin, moi j'étais surtout emmerdé pour toi parce que je trouvais ça tellement con. Et je me dis, allez, les photos que tu peux faire en tant que groupe, rien, tu vois, t'es underground, tu l'es pas, enfin, je sais pas. Moi, j'étais déçu par Nerfcell. J'ai un album d'eux, mais je l'écoute jamais. Je sais pas si ça va se débloquer au niveau de l'image. Est-ce qu'il y a une salle, une petite salle, parce que bon, pour les plus gros trucs, il y a le magasin 4 qui est vraiment la salle parfaite pour quel que soit le style de musique. Mais depuis la fin du DNA, est-ce qu'il y a une petite salle que vous appréciez vraiment à Bruxelles et ça peut Au donner centre-ville, comme ça, ou quoi? Le aux gens bunker. qui écoutent. Je pensais au bunker. À part le bunker, je veux dire, il y a des endroits avec potentiel. Hier, ça doit se terminer tôt, c'est ça un peu le problème. Ouais. Mais t'as le problème un peu partout à Bruxelles. Tu peux parler, enfin, je sais pas, il y a le Garcia Lorca aussi, il y a quoi? Il y a. Ah, ils ont je de demandais, Bien, on est désolé, on ne sait pas ce qui se passe, mais pourtant. s'il y avait une petite C'est que salle vous à avez été Bruxelles. hacké. Hein. Ça, c'est surtout pour Andrea. Bon, depuis la fermeture du DNA, s'il reste pour les plus gros trucs, il y a le magasin 4. Il y a une petite salle qui est vraiment maintenant chouette, qui peut donner peut-être des idées aux gens qui écoutent aussi. Parce qu'on cherche un peu tous un endroit où on peut faire des concerts, on va dire, de 100, 150 personnes, qu'il n'y a plus vraiment à Bruxelles depuis la fermeture du DNA. Je ne sais pas si toi, tu vois quelque chose, vu que tu organises aussi des trucs. Mais Écoute, j'avais entendu parler par Pierre, qui était donc un des gars avec qui je travaillais avec mon Undercore, qui m'a dit qu'un de ses potes à lui, à Anderlecht, a ouvert une microbrasserie juste avant le confinement. En fait, il a ouvert une microbrasserie et ils ont à l'intérieur un espace avec un stage et un pied. Donc ça, c'est les dernières nouvelles que j'ai eues. Mais en gros, vu qu'il y a le confinement depuis, j'ai pas exploré la chose plus loin. À mon avis, il manque plus qu'une scène, plus qu'un local, il manque une association prête à, pas un bar, une association prête à organiser malgré les difficultés. Parce que c'est dur d'organiser. Le L-Hall. Moi, je vois un truc positif du coronavirus. C'est que là, vu qu'on va être obligé de faire des concerts assis, les groupes de métal vont commencer à jouer dans les salles de théâtre et dans les maisons, et dans les, pas maisons de jeunes, mais genre l'espace Saint-Gor à la place Jourdan, ou tous ces trucs en fait qui n'étaient pas ouverts au métal, où les métalleux n'iraient pas parce que en fait c'est des places assises. Et du coup, peut-être que maintenant, parce que ça, il y en a plein, des mini-théâtres, salles de concert à Bruxelles, il y en a plein, mais c'est tous des trucs en place assise. Et donc, du coup, si maintenant la nouvelle norme, ça va être les concerts en place assise, en gros, à Bruxelles, on a plus de 100 salles disponibles pour organiser des concerts, en gros. Ouais, enfin, je vous dis ça, je vois un de mes potes organisateurs en Pologne, c'est ce qu'ils ont fait. En Pologne, maintenant, ils ont flexibilisé les normes, et donc, du coup, ils ont organisé un truc de black metal, corpse paint et tout dans une salle de théâtre, quoi, avec des places assises. Et, je crois pas qu'on aura, honnêtement, je crois pas qu'on aura ces concerts assis et compagnie. Je pense que ça va pas marcher. Je pense que ça va redémarrer. Les gens n'ont aucune idée. Ça va être la chance des groupes belges, c'est qu'on va pouvoir recommencer. Les groupes étrangers ne pourront pas venir au début. Et je pense que les gens sont tellement en manque de concerts
que tous les groupes belges qui vont organiser un concert, on va frôler le sold out dès qu'on pourra refaire des Oui, concerts. mais il faut des endroits pour jouer, quoi. Il faut des Il y a endroits Murphy pour qui jouer. disait, un jour en after, vous voyez bien le fil vers 5-6 heures du mat, dans un état proche de l'Ohio. On s'est retrouvé du côté, c'était pas loin du Garcia Lorca, et c'était une after électro, mais c'était un endroit où il y avait une petite scène, un bar, et c'était un truc complètement pirate qui se trouve dans la cave d'une maison, pas loin du Garcia Lorca. C'était absolument un endroit exceptionnel pour pouvoir faire des concerts. Ça rappelle un peu l'espoir du début du hardcore, un endroit absolument génial. Je ne trouve plus le nom, mais je sais pas. Ouais, mais Fab, avec ça, tu tiens pas une scène, quoi. En gros, je veux dire, dans le sens, moi j'adore ces endroits, j'adore ces events, j'adore ces trucs un peu plus underground, mais il faut être réaliste. Si tu veux, au moins le DNA, il y avait ce côté où c'était l'entre-deux. Le DNA, c'était clean, mais c'était aussi contact public, etc. Non, mais il faut un truc clean, quoi. Tu peux pas, je veux dire, si tu veux, même un truc 150, 200 personnes, effectivement, c'est ce qu'il faut, parce que pour tout le métal, on va dire, pour même si tu fais jouer, je sais pas moi, Violator, ou j'en sais rien, moi, il y a plein de groupes. Tous les groupes à festival, mis à part peut-être les têtes d'affiche, c'est des groupes qui logent dans des trucs de 150, 200 personnes, surtout à Bruxelles, quoi. Donc, Oui, mais par exemple, le Samoil. Elles peuvent plus. C'est malheureux parce que c'est un endroit parfait, le Samoil. C'est ce qui manque. Mais c'est mal situé. C'est mal situé aussi. Oui, mais en même temps, tu vois, le bebop aussi, il était mal situé, quoi. Mais le bebop, c'est une vraie salle de concert pour le coup. Maintenant. Moi, j'ai découvert le bebop, c'était un peu comme le DNA. Hein. Il y avait un coin scène à côté du bar, c'était tout cool. Je pense que tu as toujours plein de groupes, ça dépend un peu des groupes, il y a des groupes qui se retrouvent un petit peu partout. Tu vas à l'Antwerp Music City, je suis toujours surpris de voir parfois, il y a tel groupe qui passe à l'Antwerp Music City et tu arrives et tu as littéralement 10 mètres carrés. D'ailleurs, je t'interromps un instant, pour ceux qui veulent soutenir l'Antwerp Music City, il faut aller sur leur page Facebook et faire une donation ou acheter quelque chose parce qu'ils sont au bord de la faillite là, avec le coronavirus. Donc, si au moins ça peut aider à maintenir la scène vivante parce que c'est vraiment un chouette bar, effectivement. En Flandre, en Anvers, ben voilà. Et c'est ce qui manque à Bruxelles, c'est le genre de bar où tu peux aussi bien avoir un concert de trash, de black, de hardcore, de punk, de hip-hop. On avait. Le côté bar, c'est pour moi très utile parce que c'est un truc qui peut continuer sur le côté. Oui, c'est ça qui est intéressant. Ben, c'est pour ça que le DNA a tenu aussi longtemps, c'est qu'il pouvait combiner les deux. Mais un bar, par exemple, qui est sous-exploité, c'est le rock classique. On dit ce qu'on veut. Mais c'est le rock classique qui veut pas, hein. Ouais, mais c'est pas. C'est le voisinage, en fait. Non, c'est le patron. Non, le patron. Il veut pas de Pogo, il veut pas de groupe trop fort. C'est le patron, c'est qu'il veut pas. Non, mais c'est que son business model. Moi, j'ai toujours entendu que c'était le. Non, c'est qu'il a un business model qui est très clair. C'est qu'il ramène des groupes gratos pour faire l'animation. Donc le mec, il veut pas faire d'entrée payante et il veut pas rentrer dans le music business. Lui, ces groupes, c'est un peu comme la foire à la saucisse. C'est que tu as le groupe comme ça, et le groupe, il est là pour que les gens ils puissent manger leur saucisse. En gros, il réfléchit pas en disant « Ouais, les groupes, ça va m'amener du public ». Lui, il dit « J'ai mon public et je vais mettre un groupe pour entretenir mon public ». Il m'avait demandé de mixer, c'était mixé derrière le bar, dans un coin, et c'était 10 € de l'heure, et il fallait mixer de 23h à 6h du matin. Faut arrêter les conneries, quoi. Non, mais moi j'ai joué une fois là-bas et il m'a dit ouais, le son de ta caisse claire elle est trop forte, il faut que les gens s'entendent parler pour apprécier leur soirée, il faut pas de pogo, tout ça. C'est pas un endroit pour faire des concerts métal, c'est un endroit, et à juste titre, ils font jouer là-bas des groupes amateurs de hard rock. Donc là tu parles du rock. Moi je parle juste du lieu potentiel vu la situation. Mais bien sûr, leur arrière-salle, où ils font leur cocktail, tu cloisonnes ça, tu t'insonorises, tu as une salle à 200 personnes, incroyable. Hein. À 2 pas de la Grand Place, c'est incroyable que le gars, il ait jamais voulu faire un truc avec, parce que c'est vraiment il y a eu des concerts slovéniens, des trucs donc dans un côté un peu plus punk. Les sorteurs étaient directement sur il faut pas te bousculer, pas de bagarre. Non, mais
t'as un bar rock'n'roll, t'as deux gars qui pogotent légèrement. Oui, mais c'est comme tu dis, Andrea. J'ai mis les liens en Perk Music City là en dessous. Il y a un shop où vous pouvez aller acheter des trucs que tous des groupes ont donné, et c'est pour sauver le Perk Music City. On mettra le lien sur la page de l'émission. C'est un phénomène assez américain, ça, non Fab, enfin, je ne sais pas qui de nous cinq va le plus au States, mais je crois que c'est toi. Le bar avec un fond musical dont personne n'est censé s'occuper, en fait. Enfin, c'est un peu cette idée-là qui veut reproduire. T'as un peu les pubs aussi, hein. T'as un peu les pubs en Angleterre où les groupes qui jouent sont souvent là aussi pour l'animation. En Belgique, c'est la culture jazz là-dessus. Hein. En Belgique, c'est la culture jazz. En Belgique, c'est la culture jazz là-dessus. Ou avec les bars qui jouent des groupes de jazz. Mais on critique le rock classique. C'est quand même pas gay, quand même. Non, mais bon. Mais je voulais juste dire, on critique le rock classique, mais en même temps, c'est le seul bar qui persiste. Oui, c'est ça. Moi, en lui parlant, le mec, il a une stratégie et c'est compréhensible, tu vois, parce qu'en gros, c'est un commerce et il sait comment son commerce fonctionne. En gros, il a un plan pour son commerce pour que ça foire pas et il veut pas prendre de risques. Après, ça, je pense que c'est très fort dans la culture belge aussi, le fait de pas trop vouloir prendre de risques. Donc, en gros, ça correspond à la fois à une intelligence commerciale et à une position plus culturelle qui est de se dire je ne prends pas de risque et je vais sur le sûr. Et en gros, c'est ça qui fait le mec. Et voilà, on va pas. Ça se défend. Oui, ça se défend. Peut-être que c'est aussi ça son secret. Le DNA, c'était un endroit passionné. Enfin voilà, ça a été repris par des gens qui sont DNA, on mettait de la musique rock classique jusqu'à temps qu'ils achètent un ordinateur. Je veux dire, ils passaient quasi des albums en entier. Les mecs n'ont jamais eu à foutre, honnêtement, je pense, du côté musical. Pour avoir pratiqué le rock classique, les soirées solistes, c'est chouette, mais pour les groupes, maintenant, il reste un bar rock à Bruxelles, c'est la Porte Noire, mais on ne peut pas y faire de concert. Mais où il y a vraiment de la musique avec des DJ et des trucs pareils, c'est la Porte Noire, c'est le seul qui reste. Il y a Murphy qui est sur le chat, qui mixe, qui est la Porte Noire. Il y a moi, il y a Greg des Butcher Boogie. Il y a pas mal de gens, ça peut être très chouette. Il y a un public aussi bien métal, punk, hardcore. En fait, beaucoup d'anciens du DNA, ils sont maintenant à la Porte Noire. Maintenant, on va voir quand tout va recommencer. Il y a le Central pour les concerts, mais pour le Central, c'est pas vraiment ça non plus. Non, oui, c'est pas un endroit facile, mais en même temps, voilà, quand ils font des concerts, souvent c'est plein, quoi. On passe de la musique. On a déjà passé un The Human, un Schizophrénia, je propose un Skeletal. Skeletal, donc le projet death metal de Lorenzo. Enfin, je sais pas, je dis projet. Non, ça c'est la vidéo. On a déjà presque une dizaine d'années. Hein. On devrait avoir. Oui, c'est ça. Oui, mais pour toi, est-ce que c'est un projet ou un groupe aussi Alain, au cas où tu viens quand tu veux. Hein, nous, tant que tu n'es pas là, on continue à discuter. Voilà. Donc, Skeletal. Bing. Ouais. C'est très bon, évidemment, on ne pourra pas passer tout ce qu'on avait prévu parce que il y en avait plein. En fait, l'a emporté comme d'habitude, et c'est le but de BXL TV, c'est être au coin du bar et de pouvoir discuter. Mais j'ai une question que je pose à chaque fois, à chaque invité. Vous connaissez Retour vers le futur, tout le monde. Imaginez-vous, la DeLorean s'arrête juste en face de vous, et vous pouvez monter dans cette DeLorean, et vous pouvez aller voir 3 artistes qui ont disparu, ou des groupes qui ont disparu, les mecs peuvent être encore vivants ou quoi. Quels sont les 3 groupes que vous profiteriez pour aller voir? Ça peut même être un groupe style, j'ai vu Black Flag il y a 4-5 ans au Hyperfest, c'était à vomir. Donc ça pourrait prendre un groupe pour aller voir Black Flag à la bonne époque.
Aïe, aïe, aïe. Moi, je crois que en numéro 1, quand même, comme ça, juste parce que c'est un rêve que j'ai depuis gamin, c'est Agent Steel avec quand John Cyrus il partait pas en couille, avec Juan Garcia et tout ça. Ça, je pense que c'est un truc que j'aurais aimé voir quand même une fois, parce qu'il n'y a pas deux John Cyrus quoi, au chant. Donc, Agent Steel, ça c'est certain. Puis, puis les autres, ouais, je sais pas. Bon, Andrea qui cherche. Ouais, moi je vais te dire des trucs, elle n'a rien à voir. Enfin, en gros, moi j'aimerais trop aller voir Beethoven au moment où Napoléon est rentré dans Leipzig et que Beethoven a composé la symphonie pour Napoléon. La première fois où en Allemagne de l'Est ils ont joué cette symphonie, je crois que ça c'est un moment que j'aimerais bien vivre. Sinon, Michael Jackson, un truc quand il a sorti genre Thriller ou qu'il a rempli les stades sur la tournée Thriller. Puis en métal, je sais pas. Je pense, je sais pas, un truc de hardcore, de hardcore des années, du début années 80. Dans un petit bar tout crado, genre MDC. Non, tu vois, les premiers concerts de Slayer à Los Angeles, dans ce bar où tous les. Plutôt que un concert, je crois que je retournerai à ce bar. Je rappelle plus, non, mais ce bar où jouaient en gros tous les groupes de hardcore et de thrash de la Bay Area à Los Angeles. J'ai plus le nom en tête, mais c'était le Murphys ou le Dickies ou un truc comme ça. En tout cas, tous sont passés. Donc, en fait, je crois que c'était le DNA de Los Angeles. En fait. Mon premier concert punk, en fait, c'est Dead Kennedys à Malines. Et la première partie, c'était MDC. Et c'est probablement le premier concert hardcore en Belgique. Mais MDC, c'est un peu la raison pour laquelle on est dans le métal extrême, parce qu'Andrea, quand il était gamin, il était pote avec le fils du guitariste d'MDC qui nous a présenté au punk. Et puis voilà. Comment ça? MDC, le groupe belge. Hein. Non, Million Death Cup. Non, le groupe MDC, le groupe. Oui, c'est ça. On a vécu un an aux États-Unis et Andrea était en cours avec le fils du gars d'MDC et il nous a présenté au punk, quoi. Ouais, en gros c'était je débarque à 10 ans aux States dans l'école publique américaine et il y a ce gamin et on devient pote et puis moi je dis j'étais fan de Limp Bizkit et de Neo Metal à 10 ans puis il me fait mec t'as rien compris et il me passe Guns, AC/DC, MDC, Dead Kennedys. Moi c'était Bad Brains, GBH, tout ça, voilà. À 7-8 ans pour ma part. Et du coup, moi, personnellement, j'écoutais du punk hardcore avant d'écouter du metal. Quand j'avais 10 ans, j'écoutais Casualties. Excellent. Je vois Bad Brains comme un groupe aussi important que Black Sabbath au niveau de l'histoire de la musique, personnellement. C'est incroyable. Pour moi, c'est mon groupe préféré, presque. Ouais, mais en gros, ici, on fait du metal, mais bon, peut-être on connaît moins bien le punk, mais pour nous deux, c'est quand même relativement important en termes de... je me souviens, on était à l'époque du CD, donc c'était même avant le MP3. Moi, j'ai encore toutes mes compiles, genre des compiles qui m'envoyaient par la poste des États-Unis, des compiles qu'ils faisaient pour moi avec des groupes dont j'ai même oublié les noms, mais voilà. Enfin, c'est excellent. Et t'es plus en contact? C'est quel mec? Excellent. Ah, ben c'était le gamin d'un des gratteux de MDC. À une époque, il a aussi joué dans Fang et Special Forces et d'autres trucs de hardcore des années 80. C'était le bassiste, c'est un bon pote. Il sortait avec une Belge jusqu'à pas longtemps, en fait. Et on était dans la dernière vidéo qu'ils ont sortie il y a quelques années, il y a 2 ans, filmer un concert à New York. Oli, toi, tu devrais retourner voir la DeLorean. On avait déjà évoqué le sujet par le passé. Moi, il y a Queen, il n'y a rien à faire. J'ai jamais vu Freddie Mercury. Il faut que je le voie. Niveau métal, j'ai jamais vu Death non plus. J'aurais bien voulu voir Death en concert. Eindhoven, le concert à Eindhoven. Il était au Dynamo. Moi pas. Non, ce serait sans doute ça. Ouais. Bon Scott et Janis Joplin en plus. Ah oui, Janis Joplin, très bon choix. Ouais. On va accueillir aussi